Bonjour. Vous appartenez à un mouvement qui a été à l'origine de la création des centres aérés et vous avez posé cette question forte, jouer, mais où? Eh bien, pour parler de ces mutations, à laquelle la place de l'enfant, dont parlera ensuite Philippe Tillet, est évidemment déterminante, je voudrais centrer mon propos sur l'air et sur le jeu. Et vous me permettrez de commencer par un jeu de mots sur l'air et qui est de situer les mutations que nous sommes en train de vivre autour d'un triple changement d'air. Le changement d'air AIRE, E accent grave RE, et AIR, mais non seulement au sens écologique, mais également au sens psychologique et culturel du terme. Changement d'air AIRE, car ce que nous sommes en train de vivre, c'est une transformation totale des rapports à l'espace, à la géographie. Nous le voyons avec évidence sur le plan des mutations géopolitiques, ce formidable basculement du monde qui était structuré autour du binôme Est-Ouest et qui est ouvert aujourd'hui vers l'invention d'un inconnu qui peut aussi bien basculer vers le pire que vers le meilleur. Mais le changement d'air, c'est aussi le fait que le rapport entre ce qui était considéré comme le local et ce qui était considéré comme le macro, et en particulier le planétaire, sont aujourd'hui bouleversés et interpénétrés. Un seul exemple pris parmi les débats les plus récents, lorsque l'on pose un problème par excellence à l'échelle macro-planétaire, tel que celui de l'effet de serre, eh bien ce même problème a pour origine des comportements aussi micros que possible, puisque ce sont les comportements de ces consommateurs que nous sommes qui, avec leur voiture ou avec leur aérosol, vont contribuer à un phénomène aux dimensions globales. Changement d'air du rapport entre le micro et le macro, interpénétration et bouleversement des espaces de délibération et de décision, dès lors que ce qui intervient au niveau local peut avoir des conséquences décisives au niveau mondial, et inversement, dans cette forme de village planétaire dans laquelle nous sommes en train de rentrer, nous pouvons nous sentir plus proches d'un événement qui se situe à 10 000 km de nous, tel que par exemple cet enfant qui a demandé et obtenu le divorce de ses parents aux États-Unis et qui soudain, par le biais de la télévision, peut nous paraître plus proche que notre propre voisin de palier. Et changement d'air, E accent grave RE, parce que nous sommes en train de sortir de ce monde que nous avions l'habitude de qualifier de société industrielle, que nous sommes en train de rentrer dans cette autre ère que l'on appelle aujourd'hui encore de termes divers, société post-industrielle, révolution de l'information, et que je préfère pour ma part appeler avec d'autres une véritable révolution de l'intelligence. C'est-à-dire une ère dans laquelle ce qui est déterminant, ce n'est plus l'objet ou la machine, mais de plus en plus l'être humain et la capacité qu'a cet être humain à mobiliser son intelligence et sa créativité. Mais ce changement d'air-là, qui nous fait sortir de sociétés qui, parce qu'elles sont organisées autour du mode de production industrielle et autour, par conséquent, de ces deux variables majeures qui étaient le travail, considéré comme travail productif et travail sous sa forme salariée, eh bien le bouleversement qui est introduit par cette sortie des sociétés industrielles est évidemment porteur de conséquences considérables, non seulement en termes négatifs, nous le voyons par les phénomènes d'exclusion, mais aussi en termes positifs, et c'est le point sur lequel je conclurai tout à l'heure. Mais il nous faut avoir à l'esprit que cette sortie des sociétés industrielles entre en conjonction, en résonance avec un mouvement qui, à certains égards, est plus important encore
que cette sortie de l'ère industrielle qui, elle, se mesure en quelques siècles. C'est le rapport à la révolution du vivant. Et là, ce n'est pas en termes de siècles, c'est en termes de millénaires qu'il faut situer l'ampleur de la mutation que nous sommes en train de vivre. Parce que la dernière très grande mutation dans les rapports au vivant, avant celle dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est tout simplement cette bonne vieille mutation qu'on a appelée le passage du paléolithique au néolithique. Le moment où l'être humain est sorti de la soumission au vivant naturel pour entrer dans l'ère de la transformation du vivant naturel, avec l'invention de l'agriculture. Or, que vivons-nous en l'espace de 2 générations, c'est-à-dire quelque chose d'infinitésimal à l'échelle de l'histoire, si ce n'est, avec la contraception d'abord, et avec le génie génétique aujourd'hui, une mutation dans l'ordre du vivant, mais non plus seulement du vivant naturel, dans l'ordre du vivant humain. Nous entrons dans l'ère où nous avons contrôlé la production, la reproduction du vivant humain avec la contraception. Et ça n'est pas parce que c'est aujourd'hui, dans un certain nombre de sociétés développées, un fait acquis que nous devons minimiser les formidables conséquences culturelles de ce changement-là. Et avec le génie génétique, nous sommes en train d'entrer dans l'ère de la production du vivant humain, avec, là encore, ses conséquences extraordinaires et porteuses d'espoir, et ses conséquences redoutables du point de vue des manipulations génétiques. Donc ce changement d'air, E accent grave R, il est évidemment considérable et il n'est pas étonnant qu'il produise le changement d'air au sens psychologique et culturel du terme. Parce que lorsque des mêmes générations se trouvent vivre simultanément des formes de mutation qui ont en général pris des siècles, voire des millénaires pour se développer à d'autres époques historiques, il serait surprenant qu'une telle ampleur et qu'une telle intensité de mutation ne provoque pas, au moins dans une première phase historique, un bouleversement des repères et une recherche désespérée de socle identitaire, de nostalgie, de retour régressif vers des points d'appui qui paraissent plus sûrs et qui permettent, semble-t-il, de résister à ce bouleversement des repères que nous sommes en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle la question de l'air, non seulement au sens écologique du terme, qui a fait son irruption majeure dans nos questions contemporaines avec la question de l'eau, mais aussi la question de l'air au sens où les éléments culturels, les éléments psychologiques, la créativité nécessaire pour faire que ces mutations-là aient une dimension humaine et non pas une dimension infrahumaine, ce changement d'air-là, il est déterminant. Et c'est ici que nous retrouvons la question majeure du jeu. Parce que lorsque l'on rentre dans des périodes où le bouleversement a tendance, pour des collectivités tout autant que pour des individus, à créer des réactions de défense régressive, de recherche de passion identitaire, eh bien cette logique-là, c'est une logique bien connue, c'est une logique de la guerre, c'est une logique de la domination, c'est une logique de la régression. Or, l'expérience prouve qu'on ne sort de ces logiques de guerre, de violence et de régression que par de la création, de l'imagination et quelque chose de très particulier dans l'échange humain, qui est le jeu. Et un jeu lui-même très précis qui est ce qu'on appelle le jeu à somme positive. C'est-à-dire un jeu dans lequel il n'y a pas de perdants comme condition d'existence des gagnants. Un jeu où la possibilité pour chacun d'être gagnant est possible. Or, cette alternative de la guerre et du jeu est aujourd'hui l'alternative centrale qui permet de donner une réponse positive à ces mutations. Car si nous revenons au point crucial que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que tant dans la révolution du vivant que dans la sortie de l'ère industrielle, ce qui est devenu déterminant, c'est la capacité des groupes humains à faire que leur intelligence collective soit une intelligence productrice
productrice d'échanges et productrice de richesses et non pas une intelligence destructrice. Eh bien, les conditions de cette révolution de l'intelligence, quand on les regarde d'une façon un peu fine, on s'aperçoit qu'elles doivent répondre à cette question majeure: à quelles conditions organise-t-on le droit à l'erreur dans une société? Parce que l'erreur est l'élément constitutif de l'intelligence humaine. Parce qu'à la différence d'un ordinateur, à la différence de l'intelligence artificielle, le propre de notre intelligence est de fonctionner par essai-erreur. Et pour fonctionner par essai-erreur, il faut constituer le droit à l'erreur comme élément déterminant de la productivité de l'intelligence humaine. Et pour organiser ce droit à l'erreur, il faut des conditions politiques, le maximum de liberté, car ce n'est évidemment pas dans une situation de limitation de la liberté, a fortiori si cette limitation est totale, dans un système carcéral, totalitaire ou despotique, que le droit à l'erreur peut être pris. La liberté est l'oxygène de l'intelligence. Conditions politiques. Conditions économiques, et celle-là nous la trouvons aussi bien au niveau local qu'au niveau planétaire, car on ne fait véritablement appel au meilleur de l'intelligence humaine, c'est-à-dire à l'intuition, à l'imagination et à la créativité, toute chose que le plus perfectionné des robots dits intelligents n'arrivera jamais à faire. On ne peut exercer cette capacité-là de l'intelligence que si on n'est pas mobilisé sur la question de la subsistance et de la survie. Et par conséquent, une stratégie aussi bien mondiale que locale de développement est une condition de cette productivité de l'intelligence. Et condition enfin culturelle et psychologique. Parce que ce droit à l'erreur, nous ne le prenons que si nous sommes dans des conditions de sécurité culturelle, psychologique, sociale. C'est parce que nous sommes dans un rapport d'amitié, voire de fraternité, que nous pouvons prendre à l'égard d'autrui ce risque de l'erreur. Et nous ne pouvons pas le prendre, contrairement à ce que croit la théorie libérale, lorsque les conditions d'insécurité et de précarité génèrent non pas le risque, mais au contraire la prudence. Eh bien, si vous réunissez ces trois conditions, qui sont des conditions positives de la révolution de l'intelligence, celles qui placent l'être humain au cœur même du processus d'échange de richesses, tout autant que d'échange politique, la question clé du lien social et de la citoyenneté, eh bien, pour réunir ces conditions-là, il faut, paradoxalement, réunir les conditions du jeu, et du jeu à somme positive. Et j'ajouterais même les conditions d'un jeu qui puisse lui-même faire appel au rire. Rappelez-vous ce texte formidable d'Arthur Koestler dans Génie et folie de l'homme, quand il s'interroge à la fin de sa trilogie sur les conditions de la création scientifique. Et il dit, eh bien, pour qu'il y ait création scientifique, il faut qu'il y ait dissociation, c'est-à-dire rencontre entre des univers qui apparemment n'avaient rien à voir à l'origine. Pourquoi Newton, tout d'un coup, au pied de son arbre, a-t-il l'idée de la gravitation universelle? Parce qu'il se pose cette question apparemment simple, mais qui est précisément une question d'enfant. Pourquoi est-ce que la pomme tombe alors que la Lune, qui apparemment a une masse beaucoup plus importante, ne tombe pas? Eh bien, cette question-là, qui est le propre de la question enfantine, qui est ce que les créativistes appellent d'un nom barbare la pensée latérale, la capacité à transformer un univers apparemment réel et à le voir autrement, comme les enfants que nous voyions tout à l'heure, qui avec le bulldozer étaient capables d'en faire une occasion de jeu, eh bien Arthur Koestler dit « voilà l'élément central de la pensée scientifique ». Et cette pensée scientifique, dit-il, elle fonctionne de la même façon que la création artistique et que le rire, que la création artistique, parce que là aussi, vous avez la rencontre de formes qui au départ n'avaient rien à voir et que par la magie de l'œuvre d'art, vous allez trouver réunies. Et dans le rire, c'est la même chose. Koestler évoque cette histoire, comme toutes les histoires qui peuvent nous faire sourire et qui nous font rire, de détenus qui, dans leur prison, sont en train de jouer aux cartes avec leurs gardiens. Et il y a un des détenus qui triche.
qu'est-ce qu'on fait? Il est renvoyé de la prison. Eh bien, ce qui va produire le sourire ou le rire, c'est évidemment qu'entre la matrice de la prison, pour employer les termes de Koestler, avec ses règles, et puis la matrice du jeu, avec là aussi ses règles, et qui fait qu'un mauvais joueur peut être expulsé, vous faites rencontrer les deux, et évidemment, vous avez l'équivalent de l'idée, vous avez l'équivalent de l'étincelle. Et par conséquent, l'art, la création artistique, la création scientifique, le rire, c'est-à-dire ces composantes même du jeu, nous les retrouvons dans la révolution de l'intelligence. Et lorsque Einstein, à qui on posait la question, qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir un esprit scientifique, répondait, il faut être capable, à l'âge adulte, de continuer à se poser des questions d'enfant, à se poser ces questions du pourquoi, qui sont souvent le propre de l'enfance et que l'adulte en permanence va essayer de récuser ou de reporter à plus tard. Eh bien, c'est la capacité à garder cette formidable curiosité du pourquoi qui caractérise l'esprit scientifique. Et ceux d'entre vous qui hier ont eu la chance, par exemple, de voir notre nouveau prix Nobel discuter avec celui de l'année dernière, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans leur visage? C'était d'autant plus dramatique que TF1 l'a coupé pour des raisons commerciales bien connues. C'était qu'ils avaient des visages d'enfants. Et c'était que c'était manifestement des gens qui éprouvaient un plaisir à jouer dans leur activité de création scientifique. Eh bien, ce rapport, dans cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, qui nous permet de répondre aux logiques de guerre, aux logiques de régression, aux logiques de repliement identitaire que provoquent tous ces bouleversements, eh bien, c'est au contraire la logique de l'échange, la logique d'une création collective de l'intelligence humaine qui passe précisément par la valeur centrale de l'enfant, cette capacité à poser la question du pourquoi, cela même dont vous allez parler au cours des prochaines heures. Je vous remercie.